Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve sur la chaîne Basket Session Reverse. Shai, nouveau CQFR, on va commencer un peu avec la pré-saison NBA. Il y avait quelques matchs au programme et il y avait quand même un choc, on peut parler de choc, en tout cas à l'échelle de la pré-saison, entre Minnesota et New York. J'imagine que le calendrier avait été fait avant le trade. Je ne suis pas convaincu à 100% parce que je ne sais pas exactement comment est fait le calendrier de Je la sais pas non pré-saison. plus, ouais. Mais bref, un match entre les Knicks et les Timberwolves au Madison Square Garden, donc un retour pour Julius Randle au Madison Square Garden et pour Dante DiVincenzo. Randle qui n'a pas joué, il est blessé. DiVincenzo, justement, on va en parler, mais d'abord victoire des Knicks 115-110. 24 points de Jalen Brunson, 16 points, 16 rebonds de Karl Anthony Towns, 19 points d'OJ Anunoby. En face, 31 points d'Anthony Edwards et 15 points pour Dante DiVincenzo. DiVincenzo, pourquoi on va en parler? Parce qu'il y a eu plusieurs mots échangés avec le banc et il y a eu une altercation, début d'altercation avec Rick Bronson, Ouais, qui est le père de Jalen Brunson, mais qui est aussi assistant au Knicks. Bref, il absolument, y a un de l'eau dans le gaz un peu entre DiVincenzo et une partie du staff des Knicks. ouais, c'était un peu tendu entre DiVincenzo et alors, dans un premier temps, on a cru que c'était avec Tom Thibodeau parce qu'il avait l'air de l'invectiver un peu au moment où il était sur la ligne des lancers. Il y en a qui ont essayé de décrypter ce qu'il disait. Il aurait dit merci pour le trade. Il aurait dit voilà ce qui se passe quand quand on te laisse mener le show. Bon, on ne sait pas trop bien. Ça a l'air d'être de l'ordre du privé un peu. Et il s'avère qu'avec Thibodeau et DiVincenzo l'a confirmé, c'était plus sur le ton de la plaisanterie. Il parlait de son adresse, de sa maladresse sur la ligne ou des choses comme ça. Et par contre, après, les regards un peu chauds déjà avec Bronson, le père Rick, qui est assistant, c'était pas du tout de la plaisanterie. Il a dit ma relation avec Jalen, c'est mon meilleur ami, c'est mon frère. Avec son père, c'est autre chose, c'est une autre relation et on va s'en expliquer en privé. Donc, voilà, c'était un peu tendu. Et à la fin, ils se sont parlé un peu de près, c'était un peu tendu, ils ont été séparés. Et ça n'en est pas non plus, ça n'a pas été non plus jusqu'à des coups, etc. Alors, je ne sais même pas s'il serait passé quelque chose. Mais c'était quand même bien, bien tendu. Il a fallu qu'ils soient séparés, notamment avec Jalen Brunson qui est venu un peu prendre par l'épaule et lui dire de se calmer. Enfin, voilà. Mais c'était vraiment tendu avec Rick Brunson, pas tellement avec le reste. Et je pense qu'il y avait pas mal d'émotions aussi parce que très peu de temps après t'être fait trader, avoir vécu des belles choses avec une franchise, tu te sens, je pense que même s'il le dit pas, il se sent un peu, voilà, pas lésé, mais il y a un truc qui se construit et c'est lui le domino qui tombe. Et donc ça doit pas être si simple que ça, même s'il retrouve une très bonne situation à Minnesota où il va avoir à peu près, je pense, le même temps de jeu. Mais voilà, c'est pas très étonnant et c'est peu de temps finalement après son départ, donc ça peut s'expliquer. Il a certaines des personnes dans la franchise et dans l'équipe qui sont parmi ses meilleurs amis, dont Jalen Brunson. Ça, voilà, c'est un contexte particulier. C'est un garçon qui est un peu, ouais, qui est pas sanguin, mais qui a du caractère aussi, donc ça, c'est pas très étonnant et il y a rien de très grave. Ouais, tu as raison, doit y avoir forcément un peu d'émotion. C'est encore frais. Il y a des trucs qui doivent être digérés. Il y a peut-être Mm. même une partie d'inconscient là-dedans. En tout cas, les Timberwolves ont l'air très contents d'avoir DiVincenzo. Comme je le redis, il met 15 points, 7 passes. Et Anthony Edwards, notamment, qui s'est vachement. Alors, c'est marrant parce que lui, en plus, tu sais, ça met un peu d'huile sur le feu. Il dit ouais, les Knicks, ils vont être dégoûtés de l'avoir Ouais. perdu. Moi, j'adore jouer avec ce gars. J'ai même pas besoin d'avoir la balle. Et c'est vrai que ça, c'est un des atouts avec l'arrivée de DiVincenzo pour les Timberwolves, c'est que c'est une équipe qui manque de création balle en main. Ils ont drafté Rob Dillingham dans ce sens. Ils ont Mike Conley qui vieillit. Dante DiVincenzo, pour le coup, lui, il est vraiment au prime là. Il est dans la meilleure partie de Mm. sa carrière. Il a 27 ans. Donc pendant quelques années, on va avoir le meilleur joueur possible sur DiVincenzo. Et c'est un joueur justement qui est capable de créer des décalages, pas juste de mettre des 3 points, qui est capable d'amener du danger balle en main. C'est ce qui va faire beaucoup de bien aux Timberwolves et notamment Anthony Edwards qui, est, je le répète, a mis 31 points. Sur les autres matchs de la soirée, on peut peut-être parler des Trailblazers qui ont battu les Kings. Je sais que c'est pas l'affiche la plus alléchante, mais il y avait un Français, Ryan Rupert. Ryan Rupert, il a joué 21 minutes, il a mis 3 points. Victoire des Blazers 105-85. Je disais, Scoot Anderson 17 points, 7 passes, toujours intéressant. Il a l'air bien, hein. Franchement, Ouais, l'impression est bonne. L'impression visuelle, la fameuse impression visuelle de début de saison qui peut voler en éclats très vite, hein, mais il a l'air bien en jambes en tout cas. 10 points, 10 rebonds aussi pour Donovan Klingan, qui sera un des candidats de l'ombre pour le rookie de Ouais. l'année. Et puis, tu avais un fun fact que tu m'as Ouais. donné juste avant le début de Oui, parce que la vidéo sur Chauncey Billups et les c'est ça. Blazers. C'est ça. John C. Billups qui est entré au Hall of Fame en tant que joueur ce week-end. Donc, il a laissé ses assistants coacher sur ce match-là. Et il y a une statistique marrante, enfin, pas tellement pour Billups, mais Billups en tant que coach et assistant coach, puisqu'il l'était avant d'arriver aux Blazers, il n'a jamais gagné un match de pré-saison.
Et là, évidemment, en son absence, les Trail Blazers l'ont emporté, un peu pour l'ironie, parce je pense qu'on est pas mal malheureusement à penser que l'apport de Chauncey Billups en tant que coach est pas fou et un peu limité pour l'instant. Donc c'est à voir si cette saison il arrivera à en faire quelque chose, et je serais ravi pour lui et pour les Blazers. Mais voilà, sans lui, les Blazers sont gagnés, donc il n'y a toujours pas de première victoire pour lui en tant que coach en pré-saison. Il y a une équipe qui a toujours pas gagné non plus, mais là, c'est que sur cette pré-saison, c'est Denver. Denver qui a perdu pour la 3e fois, cette fois-ci contre Phoenix. Victoire des Suns 118-114. Il y a un match à retenir du côté des Suns, celui de Ryan Dunn, le rookie. 20 points, Excellent. 4 rebonds, 4 passes, 2 interceptions, 3 contres. Il se montre, mine de rien, sur cette pré-saison. Là, il met 6 paniers à 3 points. Il est rentré dans le 5 sur la pré-saison. Alors, c'est un 5 de pré-saison, surtout que là, il manquait du monde. Mais même sur le match d'avant, il avait déjà été titulaire. Petit à petit, ça, c'est peut-être une pioche intéressante pour Phoenix. Il va beaucoup jouer et je suis content parce on l'a pas mal mentionné dans les styles aussi de la draft. Je n'étais pas sûr qu'il joue, qu'il a un temps de jeu comme ça, et j'espère que ça va rester. Mais je veux dire, c'est pas un rookie, c'est pas un jeune débutant, il a plusieurs années universitaires derrière lui. C'était le meilleur défenseur, honnêtement, universitaire quasiment de tout le pays l'année dernière. Et ça va être déjà assez rapidement, je pense, un des meilleurs défenseurs de la ligue à son poste. Et en plus, il a l'adresse à 3 points. Tu récupères un 3&D et qui peut, dans une équipe qui a la recherche de profondeur et d'options en dehors de son Big Three, c'est parfait. Donc ça peut être une recrue. C'est pas un mec qui va, je pense, manquer d'expérience, parce qu'il a pas mal, il a pas mal joué à la fac, et il a un profil de joueur très mature. Donc ça peut être une super pioche, et je pense que, alors il va pas tourner à 20 points, à 6 sur 11 par match à 3 points, je pense pas toute la saison, hein, mais ponctuellement, avoir des petits pics comme ça offensifs, et dans le cadre des playoffs, avoir un mec qui sait défendre aussi fort, je pense que c'est vraiment une bonne chose pour les Suns. Oui, tu sais, ça peut faire une saison un peu comme Derek Lively. Tu vois, tu n'es pas en course pour le rookie de l'année, tu es un joueur de complément, mais c'est important pour une équipe comme ça d'avoir des joueurs de complément jeunes, capables de se hisser dans la rotation. Comme tu as dit, c'est toujours un mec de plus. Moi, les Suns avec Budenholzer, alors je n'imagine pas du tout que Phoenix va aller au bout, parce qu'il y a toujours les mêmes interrogations, et notamment on a vu que son 5, et ce que je trouve très intéressant d'ailleurs, son 5 va être Tyus Jones, Bradley Beal, Devin Booker. Donc 3 petits, je suis sûr qu'il y aura des problèmes en défense par moment, Ouais. mais cette équipe des Suns, je pense qu'elle sera très intéressante. J'oserais même affirmer qu'elle va finir dans le top 4 de la conférence Ouest, et qu'elle va au moins passer un tour. Ça peut être une équipe intéressante à suivre, Ouais, parce que beaucoup mieux que l'an dernier, je pense. Ouais, parce que et puis presque tous les postes, ils ont des options. Moi, tu sais que j'aime bien Tyus Jones. Là, il a pas joué ce soir, mais cette nuit. Mais il est pas là, et ils mettent son double, Monte Morris, Ouais, qui fait cette passe. cette passe, voilà, et qui est pareil, il a le même profil de mec qui prend soin du ballon, qui est un vrai bon meneur. Ils sont plutôt bien armés, honnêtement, et avec Budenholzer, comme tu l'as dit, c'est une équipe dont on va pas mal parler cette année, à mon avis. Boston, pour le coup, a gagné tous ses matchs de pré-saison. 4 matchs, 4 victoires. Les Celtics ont battu les Raptors 115-111. Pourtant, c'était l'équipe C de Boston. 19 points et 9 passes pour Peyton Pritchard, 20 points pour Lonnie Walker. Peterson met 23 points. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Les Celtics, quel que soit le line-up, ça gagne. Ah, c'est ça, ils ont commencé super fort. Il y avait plus 32 à la mi-temps. Après, ils se sont laissés un peu, ils se sont fait un peu endormir. Mais t'as raison, une équipe B voire C, parce que Drew Peterson qui sort du banc, qui est un joueur de G-League, hein, qui est arrivé l'année dernière en NBA. S'ils arrivent encore à ressortir des mecs comme ça un peu surprise, si Peterson, ça devient un mec qui de temps en temps peut t'apporter 10 minutes ici et là, c'est top. Et si les mecs du banc comme Pritchard continuent d'être fiables, Boston va passer une saison régulière encore tranquille, parce que là, il n'y avait pas Tatum, pas Brand, pas Horford, pas Holiday, enfin, pas Porzingis. Ils ont une confiance dans tous les matchs de pré-saison qu'on a vus, avec ou sans les cadres. Ils ont une confiance et une sérénité qui est assez flagrante. Il y avait quand même un mec qui s'appelait Baylor Shireman, et sur sa photo ESPN, il est en costard. Tu vois, à partir de là, ça en dit long. Tu vois, ils n'ont même pas une photo du mec avec un maillot. Je trouve ça un banquier de Boston. Enfin, ouais. Je rigole. Victoire de Golden State contre Détroit, victoire assez éclatante, 111-93. 19 points de Jaden Ivey, 18 points de Cade Cunningham pour les Pistons. Mais cette fois-ci, ça n'a pas payé pour les Pistons qui ont donc perdu. Je lis juste des stats, hein, là, pour le coup, je ne vous le cache pas. 13 Jackson Jr., 12 points, 10 rebonds, 14 points Moses Moody, 12 points Podziemski. C'était les jeunes de Golden State qui étaient au pouvoir.
Ils ont pas, voilà, Curry, Draymond Green et Wiggins n'étaient pas là, donc les autres ont fait le job. Ils ont bien réparti la marque. Tu disais Moody, Jackson Davis, Cunningham et 12 points aussi. En sortie de banc, il y avait du sniper aussi, avec Buddy Hield. Je pense que 12 points cette de année, Buddy. Buddy Hield, il va se faire vraiment plaisir sur ce qu'on a vu en pré-saison à 3 points. Il va se faire plaisir. Et Lindy Waters aussi, qui est moins connu, mais qui shoot à 3 sur 4 à 3 points en sortie de banc. Et enfin, Miami a battu les Pelicans 101-99. 13 points pour Zion, 12 points pour Tyler Hero, 11 points pour Rozier, 12 points pour Duncan Robinson. Il y a tout plein de joueurs de Miami qui ont joué sur le banc, tout plein qui ont marqué. Enfin bref, voilà. Notamment mon gars Pelle Larsson, le Suédois dont je vous parlais en Summer League et qui a mis les 2 paniers, les 2 lancers de la gagne pour le Heat dans ce match. À suivre, c'est un mec, c'est typiquement le genre de mec que le Heat arrive à sortir et pas dont personne ne voulait, mais qui a plus un profil de deuxième tour un peu anecdotique. Je pense qu'il fera du bien cette année sur un petit temps de jeu, mais j'aime beaucoup ce joueur. Allez, on passe à la WNBA. Il y avait le Game 2 des finales. New York a égalisé, victoire du Liberty contre les Lynx, 80-66. C'était chaud malgré les 14 points d'écart qui peuvent être trompeurs. Ça a été serré. Il a fallu un 12-0 pour que New York aille chercher sa première victoire dans cette série. Plus disputée qu'on ne l'imaginait entre Minnesota, plus disputé pour New York, qui est grandissime favori. Et ça fait donc un partout dans cette finale. Absolument. Et il y avait même 17 points d'avance dans le deuxième quart-temps pour New York, donc l'avantage était encore plus large. Et New York s'est encore fait peur. C'est encore fait peur parce qu'il y a eu un gros relâchement. Et dans le troisième, Minnesota, avec les mêmes armes que la dernière fois, de l'intensité, de la bonne défense et de l'adresse offensive, est revenu dans le quatrième à -2 à un moment. Et moi, je me disais que ça allait peut-être faire la même chose sur une dynamique aussi incroyable que celle de la dernière fois. Là, les Lynx n'ont pas réussi à emballer le match comme la dernière fois. Et Liberty a montré beaucoup plus de sang-froid. Breanna Stewart a fait un gros match, pas très à droite, mais 21 points, 8 rebonds, 5 passes, 7 interceptions. Elles ont passé un 12-0 après ce petit flip, ce petit stress pour finalement gagner de 14 points. Le score reflète la globalité du match, mais ça aurait très bien pu se passer différemment s'il n'y avait pas eu ce bon run à la fin. Les Lynx ont moins pu compter sur Nafisa Collier offensivement. Elle a été plutôt efficace, mais 16 points. Elle est globalement active, 8 rebonds, 4 interceptions, 3 passes, mais elle a été plus brouillonne, 7 ballons perdus et mieux défendue, je trouve aussi. Il y a eu quelques petits trucs qui ont changé aussi du côté de New York qu'on n'avait pas vu sur le match précédent, notamment Betnadja Laney, qui est une super joueuse polyvalente aussi, là, qui met 20 points. Elle est un peu blessée, donc elle serre les dents, mais là, elle a vraiment retrouvé l'aplomb offensif qu'elle est capable d'avoir, et donc elle met 20 points. Et Sabrina Ionescu a beaucoup moins shooté que la dernière fois, et ça a été une bonne chose pour New York. Elle finit avec 15 points, et avec le plus gros différentiel du match, le plus-minus, plus 20. Et petite précision, les 7 interceptions que j'évoquais de Breanna Stewart, c'est un record dans l'histoire des finales WNBA. Je pense qu'on n'a pas tout vu encore de Breanna Stewart, qui après un premier match poussif, je pense qu'elle a un match à 35-40 points dans les pattes. Je ne sais pas si ce sera une bonne nouvelle pour New York, mais elle a encore une marge de progression, je pense. Et donc ça fait un partout, comme tu l'as dit, et les 2 prochains matchs sont à Minneapolis. Et si une équipe en remporte 2 de suite, elle sera championne WNBA. Voilà. Sinon, il y aura un match 5 à New York le 21 octobre. Le Game 3, justement, tu as la date? C'est dans 2 jours. C'est dans 2 ou 3 jours. Je te dis ça tout de suite, je vais l'avoir sous les yeux. Ne pas se tromper pour l'horaire parce que parfois sur les sites d'ESPN, ce sera à 2h du matin dans la nuit de mercredi à jeudi à Minneapolis, au Target Center. Yes, bien noté. Ce week-end aussi, Shai, il y avait des joueurs qui sont rentrés Hall of Fame, notamment Vince Carter, Chauncey Billups. C'est pas la promotion la plus folle de toute l'histoire du Hall of Fame. Voilà. Mais bon, ça fait toujours des légendes pour nous qui avons grandi dans les années 90 et les années 2000, surtout Vince Carter, Chauncey Billups, c'est des noms qui marquent un peu. Il y avait Michael Cooper aussi, je crois. Michael Cooper, il y avait après c'est des noms moins connus, mais donc et puis à titre posthume aussi Walter Davis. Puis après il y a au niveau des coachs, coach et ex-joueur Doug Collins aussi. Doug Collins, chez les femmes, Simon Augustus qui a pris sa retraite il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. C'est pas la cuve la plus clinquante de l'histoire. La preuve, c'est que d'habitude, quand il y a des Tony Parker, forcément, ça fait plus parler en France, mais même il n'y a pas d'ultra superstar. La Vince Carter, ça a été un joueur ultra marquant quand même pour nous. C'est
sur l'impact culturel qu'il a eu et pour Toronto. Et c'est ce qui était intéressant dans son discours, c'est qu'il a dit j'entre au Hall of Fame en tant que joueur des Toronto Raptors. Ça montre vraiment que là, ça y est, ils sont rabibochés totalement et ça va avec l'annonce du retrait de son maillot. Il a fait pas mal de compliments à Tracy McGrady qui était là aussi, en revenant sur l'histoire de quand ils ont découvert qu'ils étaient cousins. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui sont intéressantes. Vous pouvez toujours aller regarder les speeches. C'est clairement pas la cuvée la plus folle, la plus émouvante ou quoi. Il y a toujours des moments sympas quand c'est des joueurs qu'on aime bien. Si vous aimez Chauncey Billups, pareil, il fait rend hommage à sa grand-mère, il revient sur son attachement à Détroit, tout ça. Mais voilà, ça reste toujours intéressant si on aime les joueurs concernés dans tous les cas. Et peut-être que l'année prochaine, ce sera un peu plus clinquant. Yes, bon, on va s'arrêter là, Chai. On se retrouvera de toute façon demain pour un nouveau CQFR, cet après-midi pour un podcast. Je vous rappelle aussi que le MOOC est disponible, notre nouveau MOOC, le MOOC Small, est disponible sur le site basketsession.com. Voilà, il y a sur le shop, il est en les préventes et on est en période de prévente et pendant la période de prévente, les envois sont gratuits en France métropolitaine. Il y a aussi le Hoop Culture de dimanche sur Philadelphie. C'est un peu lié du coup à la thématique sur certains aspects. N'hésitez pas à aller écouter les gars Théo et Pierre Armand, comme d'habitude. Parfait, bah, tu as tout à fait raison. On va s'arrêter là justement, ce sera le mot de la fin. Ciao à tous, bonne journée. Ciao.